Alors, salut tout le monde. Je vais essayer de faire une vidéo, même si j'ai un problème de téléphone, et surtout en espérant que ça tienne dans la durée. Sinon, je referai parce que j'ai un problème avec le téléphone et surtout avec mon réseau Wi-Fi. Donc, je vais essayer de faire cette vidéo au boulot, en espérant que ça tienne avec la Wi-Fi du boulot. Alors. euh, alors, la vidéo va concerner. Alors, je fais cette vidéo suite à deux questions qu'on m'a posées sur la page YouTube. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui m'ont demandé ce que je pensais de la volonté de beaucoup d'Africains de retourner aux sources de l'animisme. C'est comme ça que la question a été posée. La volonté de retourner aux sources de l'animisme, ce ils appellent ça la religion d'origine des Africains, et d'abandonner le christianisme et l'islam, hein, par souci de rédemption, parce qu'il faut reculer pour mieux sauter, et parce qu'ils pensent que ces deux religions ont aliéné les Africains, et ce qui a fait que peut-être aujourd'hui l'Afrique a du mal à décoller. Et une autre question qui découle de cette question-là, c'est qu'est-ce que tu penses de l'investissement massif de la diaspora et puis de ceux qui sont restés au pays dans les lieux de culte, alors que peut-être qu'il faudrait orienter ces investissements dans des choses comme des entreprises, des bibliothèques, des lieux culturels et consorts. Alors, d'abord, pour ce qui est du retour à l'animisme et l'abandon de la religion musulmane ou le christianisme. Moi, moi, je dois dire que moi, j'ai toujours été réticent avec ce que j'ai appelé le kémitisme. D'accord? Le kémitisme, quand je parle de kémitisme, c'est-à-dire cette volonté de toujours aller chercher en arrière, on est au XXIe siècle, et de toujours parler de retour aux sources, de retour aux sources. On est au XXIe siècle, effectivement, on a des sources, on a nos origines, on a ce qui caractérise quelque part d'où l'on vient, nos ancêtres, on a nos cultures. Il y a d'ailleurs chez Kanta Diop qui a essayé de développer dans un de ses livres le fait que peut-être que l'Afrique a une unicité culturelle qui fait que en développant le fait qu'on peut retrouver le matriarcat partout en Afrique, la matrilinéarité, excusez-moi. Donc moi, oui, je suis d'accord avec ça, mais le problème, c'est que dans le kémitisme, c'est qu'on a tendance à penser que il y a une seule façon d'être africain, d'accord? Et que vous allez vous retrouver avec des gens qui vont vous accuser de bounty, d'être un bounty, de pas être un vrai africain, parce que ils ont dans leur tête une, un prototype d'Africain qui un prototype d'Africain qui pour eux est le vrai Africain en fait. Et c'est là où moi je suis pas d'accord. C'est-à-dire que moi j'ai beau avoir une base culturelle peut-être une base culturelle peut-être comment j'allais dire commune avec beaucoup d'Africains, mais je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec mon histoire, je sois le même, que je sois le même que le Zoulou d'Afrique du Sud ou le Bamileke du Cameroun. Voilà. Donc oui, on a un passif qui nous lie, qui fait qu'on est une communauté, on a un passif, on est stigmatisé par rapport à quelque chose que nous partageons tous, c'est-à-dire notre couleur, qui fait que effectivement on peut dire que nous formons une communauté. D'accord? Mais au-delà de ça,
on a des différences qui sont liées à notre histoire, de là où on a grandi, et qui fait qu'il n'y a pas un prototype typique de l'Africain. Donc tout ça pour dire quoi? J'ai une réticence par rapport à cette volonté de toujours dire il faut revenir en arrière, il faut abandonner l'islam, il faut abandonner le christianisme, il faut abandonner tout ça. Peut-être qu'il faudrait revenir en arrière pour que nous puissions nous élever, il faudrait abandonner tout ça et revenir. Alors on ne sait pas, on va revenir jusqu'à quand? Jusqu'à l'Égypte antique. Bon, enfin, j'ai une réticence par rapport au kémitisme. Même si j'ai lu un livre, et je vous conseille, de Leonora Miano, qui a fait que j'ai mis un peu d'eau dans mon vin par rapport à ma critique vis-à-vis du kémitisme. C'est un livre, c'est un roman que je vous conseille. Là, ça permet un peu de comprendre la démarche de ces jeunes-là, la démarche de ces gens-là qui ont besoin de retourner dans l'Afrique antique et dans l'Afrique précoloniale. Le roman s'appelle Tel désastre éteint. C'est un roman très intéressant, je vous le conseille. Je comprends un peu la démarche, mais voilà, j'ai du mal avec ça. Par contre, et là, c'est le vrai sujet, j'ai un problème avec cette obsession religieuse qui caractérise un peu l'Afrique noire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un adage qui dit que la religion est l'opium du peuple. J'ai l'impression que les Africains sont devenus le peuple du monde, la populace du monde. D'accord? C'est-à-dire que les autres vont à l'église des fois, prient, mais ils se développent. Ils font des recherches, ils font autre chose. Nous, on passe notre temps dans... Bonsoir. On passe notre temps dans les mosquées, dans les églises, alors que voilà, il n'y a pas que ça. Il faut aller à la mosquée, après il faut aller travailler. Hein. On ne peut pas passer son temps à l'église et à la mosquée. Bonjour madame. Bonjour, ça va? Donc, donc c'est là où moi je porte ma critique, c'est-à-dire on devient de plus en plus un peuple qui ne fait que religion, 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 religion. Hein. S'il y a des musulmans parmi vous qui me regardez, du peu que je connais un peu de cette religion, le prophète a dit que après avoir fait la prière, il faut sortir, aller travailler. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on fait que ça. Voilà. C'est là où j'ai un souci avec la place de la religion en Afrique. Et surtout, là où j'ai aussi du mal, c'est que, et ça répond, ce que je viens de dire, ça répond un peu à la question qui a été posée, c'est-à-dire que beaucoup de gens aujourd'hui investissent dans la construction de mosquées, alors que vous allez trouver, je l'écris dans mes 2 livres, vous allez trouver par exemple des villes où vous n'êtes pas plus de 2000 et à chaque jour on construit des mosquées, alors que les mosquées ne sont pas remplies. Pourquoi construire 50 mosquées alors que on n'arrive pas à remplir 2 mosquées? Donc oui, effectivement, il faut penser à orienter les investissements ailleurs que dans les lieux de culte. Voilà. Alors, mais ce qui est très important là-dedans, c'est que c'est la dame de ménage qui est avec moi. Mais ce qui est important... Parce que j'ai entendu toi, t'es parlé. Oui, là je suis en direct, madame, donc c'est pour ça. Donc, et ce qui est... mais, alors, mais moi, ce qui m'importe, dont j'ai déjà parlé dans mes livres et d'autres vidéos, c'est l'arabisation de la religion. Par exemple, de la religion musulmane ou l'occidentalisation de la religion chrétienne. Moi, je vais parler de la religion musulmane parce que c'est là où je connais un peu plus. C'est-à-dire que, et là, je vous conseille ce livre. Hein, c'est en 2 séries, c'est ce que je suis en train de lire maintenant. Je suis au tome 2, par exemple. Ça tombe bien. C'est Maryse Condé. Le livre s'appelle Ségou. Là, je suis au tome 2. Ça s'appelle La Terre en miettes. Il y a le tome 1. Je vous le conseille. Maryse Condé. Le tome 1 que j'ai déjà lu. Je suis en train de lire le tome 2. Alors, ce qu'elle raconte là-dedans,
c'est les ravages qui ont accompagné l'islamisation de l'Afrique et la christianisation de l'Afrique. D'accord? Tous les dégâts que cela a provoqué. Et là aussi, je peux vous renvoyer Ndiaye qui a écrit Le génocide voilé. C'est qu'au nom de la religion, il y a eu la première traite d'esclavage, c'est-à-dire un esclavage qui part du 7e siècle, qui dure jusqu'à aujourd'hui en Mauritanie. C'est la traite arabo-musulmane qui, comme le dit le titre, c'est le génocide voilé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par solidarité, et là aussi ça fait partie de nos soucis, nous les musulmans africains en tout cas, c'est que on a tellement arabisé la religion musulmane qu'on a l'impression que nous sommes des Arabes et qu'on a du mal à parler de l'instrumentalisation de la religion musulmane qui a fait que on a accompagné la traite d'esclaves qui était conduite vers le monde arabo-musulman. On les a, on a occulté ça par solidarité par solidarité avec les autres musulmans du monde arabe. Alors que on peut être musulman et dénoncer cela et en parler, parce qu'il y a eu autant de victimes que pour la traite négrière qui a conduit les Noirs en Amérique. Alors la question qui est posée, c'est pourquoi on ne trouve pas de Noirs dans le monde arabo-musulman, alors qu'aux États-Unis, il y a une communauté, en Amérique latine, et aux États-Unis, une grande communauté noire, qui est la conséquence de la traite triangulaire. Eh bien, elle s'est développée dans les livres qui traitent de cette traite arabo-musulmane, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté d'effacer la présence noire. Donc, vous allez avoir des hommes qui étaient émasculés, hein, ont tué les nouveau-nés, de sorte que on trouve effectivement aujourd'hui, parce que si vous allez au Maghreb et dans les pays arabes du Golfe, vous allez trouver beaucoup de noirs, mais il y en a peu par rapport à ce qu'on peut trouver en Amérique latine ou en Amérique du Nord. Donc, cela a fait que l'arabisation de l'Afrique a continué avec est arrivée avec l'islamisation de l'Afrique, excusez-moi, est arrivée avec une arabisation. C'est-à-dire que il y a eu un impérialisme culturel. Je donne un exemple. Moi, je viens de ce qu'on appelle le monde swahili. C'est l'Afrique de l'Est. Le monde swahili, c'est c'est un mélange de culture indienne, de culture arabe et de culture bantoue, qu'on peut trouver, le paroxysme, on peut le trouver dans l'île à Zanzibar et puis aux Comores, par exemple. Et c'est le résultat du fait que la présence d'Oman à Zanzibar, qui a continué jusqu'à même aux Comores, qui fait qu'aujourd'hui, la majeure partie des Comoriens portent des noms arabes. Les noms arabes, les noms, ça fait partie de la culture. D'accord? Et le fait qu'aujourd'hui, les prénoms comoriens, vous allez trouver, et même les noms, Abdullah, Saïd, Mohamed, Kamal, Ishaq, Yaqub, Galil, El Kayoum, et tous les prénoms sont des prénoms, la majeure partie des prénoms sont des prénoms arabes. Et aujourd'hui, si vous portez un prénom africain, c'est-à-dire un prénom d'origine comorienne, c'est-à-dire d'origine bantoue, et d'ailleurs, c'est des prénoms, par exemple, le prénom arabe qui s'appelle Abdillah, c'est-à-dire Abdullah, c'est-à-dire le serviteur d'Allah, de Dieu. Ben, ça, il y avait un prénom qui était là, qui s'appelait Mramungu, c'est-à-dire celui qui a peur de Dieu, en tout cas qui le sert, en tout cas.